On se retrouve devant la maison ayant appartenu à André-Benjamin Papineau. André-Benjamin Papineau, né à Montréal en 1809, il est le fils de André Papineau, qui est le frère de Joseph Papineau, qui est notaire, arpenteur et qui va gérer la seigneurie sur l'île Jésus en 1788. Ce qui explique un peu que la famille Papineau arrive ici autour de 1820 et fait construire cette maison de ferme-là. Alors, André-Benjamin, après avoir complété ses études classiques, entreprend de devenir notaire et, à 26 ans, ouvre son étude tout près de l'église au cœur du village de Saint-Martin. En 1843, il épouse Hermine Eugénie Provencher et ils auront 3 enfants, Adrien, Éliane, Élisabeth. Les 2 filles cadettes meurent en bas âge. Sa femme décède à l'âge de 30 ans. Alors, il se retrouve avec son fils Adrien à habiter la maison de ferme. Adrien part pour le séminaire. Il est nommé prêtre, puis vicaire. Il décède à l'âge de 35 ans. Sans descendance, il vend la maison de ferme et part s'installer au village. Il commence à s'impliquer dans la vie sociale, culturelle, communautaire, économique. En fait, il va devenir un joueur très important à Saint-Martin. En 1855, avec la création de la nouvelle ville municipalité paroisse de Saint-Martin, il est élu maire. Il voit l'aménagement des infrastructures dans Saint-Martin et voit aussi au maintien du bon ordre à Saint-Martin. Alors, il devient un personnage très important. Il est aussi impliqué au niveau scolaire. Sous sa gouverne, on construit 6 à 7 écoles de fabrique. Donc, pour lui, l'éducation était très, très importante. Il sera notaire durant 55 ans. Il décède en 1890 sans descendance, la lignée étant terminée. La maison Papineau-Cléo, c'est une maison que je connaissais depuis longtemps parce que c'est mon quartier de jeunesse. Lorsque je venais jouer avec mes amis en arrière de l'école secondaire Saint-Martin, on passait devant la maison, on voyait elle me parlait, cette maison-là. Et un jour, j'ai vu que cette maison-là était barricadée autour des... je vais de mémoire, mais c'est peut-être autour de 1995. Et je trouvais ça malheureux que cette maison-là... à travers le temps, restait barricadée, puis à un moment donné, les plantes prenaient le dessus sur cette maison-là. J'ai eu l'opportunité de recevoir une invitation à soumissionner pour se porter acquéreur de cette maison-là. Il y avait des critères à rencontrer. Et lors de la visite, pendant l'appel d'offres, on est venu visiter cette maison-là. Puis j'ai dit, ça serait parfait pour faire notre bureau. C'est un projet, on dit ça, c'est un projet de fou, quand même, de prendre un bâtiment comme celui-là, puis dire on va le faire revivre. La ville avait des critères qu'il fallait observer, rencontrer. On avait une obligation de résultat. C'est-à-dire que la maison, on avait l'obligation de lui redonner son caractère d'antan. La naissance de cette maison-là, c'est en 1820 par le propriétaire François Tassé, qui était parlementaire au Parlement du Bas-Canada. Puis en 1866, André-Benjamin Papineau l'a occupé, il avait mis son étude notariale ici, puis il était aussi le fameux maire de Saint-Martin. Mais la maison avait quand même ses particularités, sa tourelle, ses balcons, son toit mansard. C'était des ébénistes qui fabriquaient les principes de colonnes en fonction des hauteurs qu'on demandait, mais la façon de tourner ou de sculpter ces pièces-là était leur manière, leur signature, si on peut dire, leur façon de faire, qui faisait en sorte que tu peux faire construire un balcon avec une certaine ornementation en fonction des modèles qu'ils étaient capables de fournir à cette époque-là. Personne qui a fait construire ça, c'était quand même un parlementaire au Parlement du Bas-Canada. C'était quand même quelqu'un qui était un homme d'affaires sur le territoire de l'île Jésus. Est-ce qu'il a voulu se donner une certaine prestance en ayant ce logement-là au 2e étage avec sa tourelle? On ne le sait pas. Sur la devanture, on voit des pierres taillées au niveau du 2e étage. Par contre, le rez-de-chaussée,
On est avec une pierre en moellon. Le rez-de-chaussée était l'espace commercial, puis il n'y avait pas de lien de communication, pas d'escalier entre le rez-de-chaussée et l'étage. La définition d'un espace commercial, c'est un espace qui est ouvert, facilement accueillant, où ici, le rez-de-chaussée, on a des très petites portes, des très petites fenêtres. Pourtant, ça se veut quelque chose, un espace dans lequel on veut accueillir les gens, puis on veut leur permettre de rentrer puis venir acheter. Alors, c'était quasiment plus un bunker que d'autres choses aujourd'hui. C'est ça. Cette maison-là est particulière. Elle n'a pas de titre comme tel. Moi, aujourd'hui, là, je suis capable de dire que c'est un bâtiment résidentiel et commercial sur 3 niveaux, puis, mais c'est pas une villa. C'est pas un manoir, c'est pas un château, c'est pas... elle est difficile à définir. Par contre, tout le monde s'en rappelle. En 1970, on trace une nouvelle route qui va mener l'autoroute 13 jusqu'à l'aéroport de Mirabel. Donc, on exproprie les maisons en vue de les démolir. La maison d'André-Benjamin Papineau se retrouve sur le tracé. Alors, la Société d'histoire de l'île Jésus entreprend des démarches pour lui donner une valeur patrimoniale. Le ministère des Affaires culturelles acquiert la maison, qui est finalement déménagée. Alors, on prend la maison de 350 tonnes, on la déménage 150 mètres de plus à l'est. Donc, elle passe du 535 Saint-Martin au 5475. Et là, on entreprend le curtage. La maison est dans un piètre état. Le curtage a permis, en fait, de découvrir la structure d'origine. Donc, on remplace le toit à 2 versants en tôle par un toit à 4 versants sur lequel on appose des bardeaux de cèdre. On découvre les fenêtres, on leur redonne leur emplacement initial et on ajoute des contrevents. On replace l'escalier à son emplacement d'origine et finalement, la maison peut être réouverte 2 ans plus tard. En 2014, des signes de moisissure sont comme perceptibles, mais on entreprend des démarches et on s'aperçoit que vraiment le bâtiment a besoin d'être restauré. Alors, on ferme le bâtiment parce qu'il est devenu insalubre et on profite avec le temps à mettre sur pied un agrandissement de la maison en lui donnant une esthétique moderniste au bâtiment ancien. Dans le bâtiment en pierre, des organismes communautaires et culturels sont relogés. Et tout à côté de l'autoroute 13, l'atelier 213, qui est un atelier de sculpture, y élu domicile à son tour. Dans les années 78, avec la supervision du frère Jérôme, qui est un personnage très connu au Québec, il y a un regroupement d'artistes qui a été créé et ils ont décidé d'avoir des ateliers en création. L'année suivante, ils ont fait une charte et constitué un organisme à but non lucratif, mais ils étaient chapeautés par la ville de Laval, sous l'égide de Roger Caron et Madeleine Terrien. Et la ville a embarqué dans le projet et il y a une charte qui a été signée en 1979 et la ville a fourni à ce regroupement l'édifice que nous avons aujourd'hui. Peu à peu, la pierre s'est imposée. Alors, ils ont décidé de construire, quelques années plus tard, une grande dalle de ciment à l'extérieur et quelques années plus tard, le toit. Et ça a été le début. Ils ont attiré des sculpteurs professionnels et c'est devenu un atelier de production. À l'époque, la ville de Laval, elle faisait le lien entre le fait qu'on voulait sculpter des pierres et l'historique de Ville de Laval, c'est intimement lié. C'est sûr qu'il y a des liens. La Ville de Laval s'est construite autour les villes, les petits villages se sont construits Saint-Martin, Saint-François, Sainte-Dorothée, Saint-Vincent-de-Paul, où est présentement le Centre de la nature, était une très grande carrière. Ce qui a éveillé un petit peu cette curiosité-là, c'est que lors du 50e anniversaire, il y a certains organisateurs du moment-là qui nous avaient associés un peu patrimonialement avec
les tailleurs de pierre de l'île Jésus à l'époque et les sculpteurs sur pierre de l'atelier de 113. Mais c'était, disons, non officiel. Sauf que, avec le temps, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un lien. Dans les carrières de Laval, à l'époque et pendant longtemps, c'était des carrières de pierre de taille. Avec la modernisation des routes, l'arrivée de l'automobile en grand nombre, c'était beaucoup plus payant pour les carrières de faire du concassé. Alors, la carrière Saint-Martin est en partie dynamitée pour faire de la pierre de casse et la carrière Saint-François aussi. Mon nom, c'est Régent Paquette et puis je suis originaire du Cap-Saint-Martin. Je fais partie de la 5e génération. Avec mon fils, nous sommes 6 générations dans le même kilomètre carré qui s'appelait Cap-Saint-Martin Petit Hameau, où il n'y avait pas d'église, mais il y avait 2 hôtels. Le Cap-Saint-Martin, si vous connaissez Laval un peu, entre l'autoroute 440, le long du boulevard des Laurentides jusqu'à la rue Richard, c'était le Petit Hameau Cap-Saint-Martin. De la rue Richard à la rue Guy-Anchetti, c'était Canton Bélanger où également les gens, tous les hommes travaillaient comme carriers et tailleurs de pierre et maçons. Oui, d'ailleurs, si nous sommes ici, c'est parce qu'on avait rendu hommage à mon grand-père, Lévi Paquette, qui possédait 3 carrières et nous sommes à côté de l'une d'elles. Et puis, mon grand-père maternel était aussi tailleur, Dorius Lamère était également tailleur de pierre et tailleur de pierre maçon, et tailleur de pierre sculpteur. Et puis, mon père était contracteur en pierre, tailleur de pierre maçon et contracteur aussi. Et moi-même, à 13 ans, j'ai appris le métier pour qu'à 14 ans, je puisse passer ma petite carte d'apprenti. Le Cap-Saint-Martin, je suppose, je vous dis ça sous toute réserve, mais je pense qu'à la fin du 18e siècle ou du début 1900, quelqu'un était venu dans le coin, il avait remarqué justement le cap où aujourd'hui est bâti l'auberge des 2 Lanternes. Et voyant qu'il y avait un cap de pierre, on a, j'imagine, un peu inspecté les coins et recoins pour s'apercevoir qu'il y avait de la pierre partout. Et de là, on a parti quelques carrières. Au Cap-Saint-Martin, il y avait la carrière de mon grand-père, il y avait la carrière de M. Manuel Andorneau, et il y avait la carrière des frères Vaudry. Leur prénom était Oscar Elfège et, mon Dieu, j'ai un petit blanc là, Josepha. Oui. Et puis, ils ont exploité ces carrières-là. Mon grand-père était comme en 1920, on le dit ici, le 1940, mais il y avait 2 autres carrières également. Bien, c'était une source, tout le monde avait besoin de la pierre parce qu'il y avait beaucoup de maisons qui étaient construites en pierre. Et certaines faisaient juste la façade. Et il y avait des bases en pierre également. Et on utilisait la pierre. Il y avait, dans une carrière, vous avez différentes strates de pierre. Et vous avez des strates très solides et des strates qui sont un peu, friables. Ceux-là, ils les utilisaient pour l'utiliser pour les chemins de fer, pour le long des routes, ces choses-là, et en faire aussi du ciment et de la chaux. Comme je disais tantôt, mon grand-père a écrit une chanson pour rendre hommage aux tailleurs de pierre. Et moi et mon fils, on a écrit un poème pour rendre hommage également aux tailleurs de pierre et maçons. Le tailleur de pierre, au cœur de chaque carrière se cache à son insu la prochaine cathédrale, la prochaine maison cossue. D'un coup de poudre, la pierre lourde quitte son berceau du Cap Saint-Martin Petit Hameau. Cette pierre, il la place sur le banc, la toise calmement. L'examine et perce son secret. Chaque coup de masse sur le forêt, le front trempé de sueur, il la façonne avec ardeur. Solide et fort, il ne craint pas l'effort. Il saura apprêter chaque pierre du maçon réclamée. Après une journée sans heure, il sera vanné, mais fier de son labeur. Non, mais quand je dis une journée sans heure, c'est parce que, comme je t'expliquais à mademoiselle tantôt, dans ce temps-là, il faisait jour, tu travaillais, puis il faisait noir, tu arrêtais. Une pause, moi, j'ai connu ça quand je suis rentré au CN à 24 ans. Oh, wow. On ne connaissait pas ça, des pauses. Dure vie.